Donc, comme vous l'avez vu, le modèle du Big Bang fonctionne remarquablement bien. C'est un bel édifice, très élégant, peut-être même une sorte d'archétype d'une conjonction réunie entre, d'une part, l'amoncellement d'un certain nombre d'indices observationnels ou expérimentaux qui plaident tous dans la même direction, et d'autre part, l'élaboration théorique de la relativité générale qui permet de les sous-tendre ou de les subsumer. Pourtant, et c'est l'objet de ce petit cours, un certain nombre de difficultés, parfois majeures, viennent interroger ce magnifique édifice. Je crois qu'il faut que nous passions en revue ces anomalies, et peut-être d'ailleurs serait-il intéressant d'interroger, dans le cadre des sciences dures, la distinction que Canguilhem a opérée dans le cadre médical, et en particulier psychiatrique, entre l'anormal et l'anomale. Mais commençons vraisemblablement par citer ces étrangetés. La première d'entre elles, c'est ce qu'on nomme la matière noire. Alors, la problématique est la suivante. On sait assez bien mesurer la masse totale de l'univers. Alors, soyons clairs, bien sûr, c'est un abus de langage. La masse totale stricto sensu n'a aucun intérêt. Si l'univers est de taille infinie, sa masse est infinie et peu nous importe. Ce qui nous importe, c'est la masse volumique moyenne, la densité, si vous voulez. La physique est toujours un peu locale, et ce qui va présider à la dynamique, c'est cette masse volumique. De même qu'en électromagnétisme, ce qui est important, c'est la densité de charge. Eh bien, il se trouve que cette réserve sémantique faite, la masse de l'univers, on peut la mesurer de plusieurs manières indépendantes qui toutes convergent. La première façon de faire, dirais-je, c'est d'abord théorique. Vous savez que juste après le Big Bang eut vraisemblablement lieu une période d'inflation, c'est-à-dire une augmentation considérable des distances dans l'univers, et il se trouve que cette inflation a donc nécessairement dilué la courbure de l'univers. Ce qui signifie qu'à l'issue de l'inflation, l'univers était essentiellement dépourvu de courbure, par conséquent sa géométrie était fixée, et nous avons appris que les équations d'Einstein permettent de relier la géométrie au contenu. Connaissant la géométrie, je peux donc en déduire le contenu et par conséquent inférer la masse de l'univers. Bon, on pourrait arguer que l'argument est faible parce qu'il est trop abstrait, et en effet, on peut procéder différemment et mesurer, là encore, comme souvent, à l'aide du rayonnement cosmologique fossile, la masse totale de l'univers de façon assez directe et assez peu dépendante de modèles complexes. Le résultat est le même et converge vers une valeur identique à celle qui était inférée de la théorie inflationnaire. Alors ce qu'il faudrait bien sûr maintenant, c'est retrouver cette masse totale de l'univers en faisant la somme des objets qui se trouvent dans celui-ci. Bon, les objets massifs visibles, on en a vite fait le tour, ce sont essentiellement les étoiles. Les planètes ont une masse dérisoire, l'essentiel de ce qui est connu sous terme de poussière semble avoir une masse dérisoire. Finalement, ce qui pèse, ce sont les étoiles. Or, il se trouve que la masse des étoiles est extraordinairement inférieure à la masse de l'univers, de l'ordre de 0,5%, c'est-à-dire de l'ordre de 1/200. Et là, vous voyez l'immensité de l'énigme. La quasi-totalité de ce que l'on voit dans l'univers n'explique qu'une part tout à fait infime de ce qui semble exister dans l'univers. Alors, on peut, fort heureusement, estimer la quantité de matière noire usuelle, ce que les physiciens appellent la matière noire baryonique, c'est-à-dire la matière noire qui est composée des mêmes particules que celles qui nous entourent. Des protons et des neutrons, si vous voulez, pour faire simple. Et cette matière noire baryonique est elle-même environ 10 fois plus abondante que les étoiles. Alors c'est très surprenant, parce que ça veut dire qu'il y a autre chose que des étoiles en abondance, mais c'est encore plus surprenant, parce que nous n'arrivons toujours pas à expliquer la matière noire. 10 fois 0,5%, c'est 5%. Nous sommes donc encore très loin du compte. Alors cette matière noire baryonique, on suppose que c'est essentiellement du gaz réparti entre les amas. Mais l'énigme reste entière, puisque 95% de la masse de l'univers échappe encore à ce décompte. Et il se trouve qu'on a pu effectivement montrer l'existence de matière noire non baryonique. Alors là, c'est révolutionnaire,
Parce que ça signifie que c'est non seulement un défi au niveau du macrocosme, mais que c'est aussi un défi au niveau du microcosme, puisque cette matière noire non baryonique n'est pas constituée des particules élémentaires que nous connaissons à l'heure actuelle. C'est donc en quelque sorte une nouvelle forme de matière. Et cette nouvelle forme de matière est encore 5 fois plus abondante que la matière noire baryonique, qui est elle-même 10 fois plus abondante que les étoiles. Autrement dit, elle fait 50 fois les étoiles. Donc vous voyez que c'est un problème majeur. C'est l'essentiel de la masse de l'univers, de façon beaucoup plus considérable et conséquente que les étoiles. Et ne croyez pas qu'elle est répartie à l'autre bout du cosmos. Elle est y compris visible, indirectement bien sûr, chez nous, dans notre galaxie, dans la Voie lactée. Alors cette matière noire non baryonique, nous ne savons pas ce que c'est. Je vous ai parlé dans un cours précédent de la supersymétrie. Cette belle théorie prédisait un candidat pour cette matière noire non baryonique, mais la supersymétrie a été en grande partie exclue par les données de l'accélérateur LHC. Par conséquent, nous en sommes un peu à devoir retourner à nos cahiers d'écoliers, essayer de trouver de nouvelles idées. Du point de vue sociologique, elles sont très très nombreuses. Il y a pléthore d'articles de recherche qui proposent des candidats pour cette matière noire non baryonique. J'en ai d'ailleurs moi-même proposé, mais soyons honnêtes, aucun aujourd'hui n'est tout à fait satisfaisant. Mais il ne vous a pas échappé que le problème, c'est qu'on n'arrive encore qu'à 25-30% du total. Et donc j'en viens au second problème majeur de la cosmologie contemporaine, après la matière noire, à savoir l'énergie noire. Alors de quoi s'agit-il? L'univers est en expansion. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un paradoxe, puisque comme vous l'avez compris, l'expansion de l'univers est prédite par la théorie de la relativité générale. Donc nous avons une théorie qui prédit ce qui est observé. Tout va bien. Tout va bien. L'ennui, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, nous avons mesuré que cette expansion cosmologique est accélérée. Autrement dit, non seulement l'univers grandit, ce qui ne pose pas problème, mais il grandit de plus en plus vite, ce qui pose problème. Parce que la gravitation est une force attractive et par conséquent, elle devrait agir comme un freinage. Alors du point de vue philosophique, c'est une situation très intéressante. Parce qu'il n'y a pas accord entre les professionnels, entre les scientifiques, sur l'importance de cette anomalie. Pour certains, c'est un problème majeur qui fut même qualifié de plus gros et de plus important et de plus fondamental problème que traverse aujourd'hui la physique théorique. Par des spécialistes compétents, j'entends. Pour d'autres, c'est en réalité anecdotique, parce que la constante cosmologique qui est prédite dans les équations d'Einstein permet d'expliquer cette accélération cosmologique. Mais il est vrai qu'elle permet de l'expliquer en lui conférant une valeur qui est peu compatible, voire incompatible, avec ce qu'autorise la théorie quantique des champs. Donc vous voyez que c'est une situation intéressante, parce qu'avant même de discuter sur les scénarios d'explication, de résolution de l'anomalie, retenez qu'il n'y a pas même consensus sur l'existence de l'anomalie. C'est un champ de recherche qui est aujourd'hui en pleine effervescence. Et un certain nombre d'expériences, dont le télescope LSST sur lequel je travaille, ont précisément vocation à mesurer avec précision la position d'un très grand nombre de galaxies dans l'univers pour disposer en quelque sorte d'une échelle standard qui permette de mieux comprendre ce processus d'accélération et par conséquent de distinguer entre les différentes hypothèses. Le troisième problème majeur de la cosmologie, c'est notre existence. Je ne devrais pas être là et vous non plus. Parce que aurait dû se former juste après le Big Bang une quantité quasi égale de matière et d'antimatière, et l'une aurait dû s'annihiler avec l'autre. Alors ne croyez pas que l'antimatière est une entité étrange, on la connaît très bien, on l'a prédite dans les années 1930 d'un point de vue théorique, et on en a mesuré l'expérience d'un point de vue, l'existence d'un point de vue expérimental dans les années 1930 aussi. Donc l'antimatière est une vieille histoire, c'est quelque chose de banal, il y en a partout autour de nous, notre corps lui-même d'ailleurs émet de
faible quantité d'antimatière, mais généralement, l'antimatière est une proportion dérisoire de la matière autour de nous. Ce sont des traces, si vous voulez. Mais bien sûr, tous les objets qui nous entourent sont faits de matière, sans quoi ils s'annihileraient avec leur environnement. Or, les lois de la physique sont presque symétriques entre matière et antimatière. Et donc se pose une question essentielle. Pourquoi la nature semble-t-elle avoir choisi la matière contre celle qu'on pourrait nommer sa consoeur ennemie, l'antimatière? Et ça, nous ne le comprenons pas bien aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle en termes un peu pédants l'asymétrie baryonique globale de l'univers. Il n'est pas facile de comprendre pourquoi la matière fut à ce point favorisée et pourquoi nous n'habitons pas finalement dans un monde de pure lumière dans lequel matière et antimatière se seraient annihilées juste après l'instant primordial, comme le suggèrent les modèles les plus simples. Bon, mais il y a une quatrième anomalie. Finalement, la quatrième anomalie, c'est le Big Bang lui-même. Non pas, comme je le disais tout à l'heure, ou dans un cours précédent peut-être, le modèle du Big Bang en tant qu'univers en expansion. Ça, c'est pas un problème. Mais le Big Bang au sens littéral, strict et restreint, c'est-à-dire le Big Bang en tant qu'instant originel, en tant que t égale 0, en tant que top départ de l'univers. Ça pose problème. Pourquoi? Parce que le Big Bang est une singularité. Une singularité, c'est un moment de divergence. Toutes les quantités physiques signifiantes deviennent infinies. Et si tout tend vers l'infini, ça signifie vraisemblablement que la théorie que nous utilisons ne fonctionne plus, ça signifie qu'il faut recourir à une autre prédiction. Alors, vous voyez que c'est un peu paradoxal, parce que la relativité générale fonctionne très bien. Tout le temps, sauf à l'instant initial, ou dans le cœur des trous noirs. C'est à peu près une situation similaire. Et donc, on ne peut pas vraiment croire la relativité générale pour la prédiction du Big Bang. J'entends, j'insiste une dernière fois, non pas pour la prédiction du Big Bang au sens faible, pour ce qui est de l'univers en expansion, il n'y a aucun problème, mais pour la prédiction du Big Bang au sens fort, c'est-à-dire de l'instant primitif. Parce que, demandons-nous ce qu'il y avait au commencement, ou qu'y avait-il avant le Big Bang, par exemple? Vous savez que la réponse de la relativité générale à cette question est « la question est fausse ». Pourquoi? Parce que le Big Bang est le commencement du temps. Vous ne pouvez pas vous demander ce qu'il y avait avant, parce qu'avant, il n'y avait pas de temps, donc il n'y avait pas d'avant. Ce n'est pas une réponse stupide. Vous allez vers le pôle Nord, vous arrivez au pôle Nord et vous vous demandez « qu'y a-t-il au nord du pôle Nord ?» Le nord du pôle Nord n'existe pas. Le problème n'est pas que vous ne parvenez pas à explorer cette région étrange. C'est simplement qu'il n'y a pas de région étrange. Il n'y a pas de nord du pôle Nord. Vous ne pouvez pas aller au nord du pôle Nord parce que ça n'existe pas. La relativité nous dit « vous ne pouvez pas aller avant le Big Bang parce que les lignes de temps en quelque sorte convergent et il n'y a pas d'avant Big Bang ». Vous me comprenez bien, hein? Je ne dis pas « on ignore ce qu'il y avait avant le Big Bang ». Je dis « il n'y a pas d'avant Big Bang ». Ce n'est pas la même réponse. Ça, c'est la réponse de la relativité générale. C'est une réponse possible, hein. Elle est un peu dérangeante pour nos habitudes intellectuelles, mais c'est une réponse qui est scientifiquement cohérente. Le problème, c'est qu'elle est sans doute fausse. Elle est sans doute fausse, non pas parce qu'elle est étrange. La science est une leçon d'humilité. La plupart de nos certitudes, ou quasi-certitudes d'aujourd'hui, sont des étrangetés du passé. C'est pas ça le problème. C'est pas parce qu'elle est étrange qu'elle est fausse. C'est parce que, pour les raisons que je viens de vous expliquer, la relativité générale est sans doute fausse au moment du Big Bang. Parce qu'elle diverge, elle tend vers l'infini, elle conduit à des singularités, elle n'est donc vraisemblablement pas la bonne théorie. Quelle est la bonne théorie? Ce serait sans aucun doute une théorie de gravitation quantique. Alors, je vais mettre un peu de flou dans votre esprit, mais c'est pas grave, hein. Ce qui nous intéresse, n'est-ce pas? C'est pas tellement d'apprendre de la science, c'est d'apprendre de la complexité scientifique. Bon, même ce que je viens de vous dire là n'est pas si évident. En ce moment, moi, je travaille sur un modèle où peut-être la relativité générale n'est pas singulière à l'origine de l'univers. Parce qu'il semble que la courbure de l'univers soit légèrement positive, et si ceci est vrai, alors il n'y a plus de Big Bang, en réalité. Donc vous voyez,
plus de Big Bang au sens plus d'instant originel singulier. Et l'évolution peut se faire de façon régulière. Est-ce que c'est vrai ou pas? Probablement pas. Mais nous sommes en train d'y travailler, nous faisons les calculs et on verra bien. Donc, même les paroles pétries de certitude que je viens d'asséner doivent être interrogées. Je ferme cette parenthèse. Alors, quelle est donc la bonne théorie qui devrait supplanter la relativité générale en ce temps où vraisemblablement elle est en défaut? C'est une théorie de gravitation quantique, parce que la relativité générale est une théorie de gravitation classique. Mais l'histoire nous apprend que lorsque les théories classiques s'effondrent, c'est vraisemblablement parce que les effets quantiques avaient été oubliés. Comme je vous l'ai expliqué dans un cours précédent, l'un des meilleurs candidats à ces théories de gravitation quantique est la théorie des cordes. Cette théorie des cordes permet effectivement de revoir l'origine de l'univers. Et elle fait émerger une structure très intéressante, très complexe et très puissante du point de vue philosophique, qu'on nomme le multivers. Alors, j'ai beaucoup parlé de multivers par ailleurs, j'ai beaucoup écrit sur le multivers par ailleurs, donc là je fais une version très courte. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, ça ne sera pas difficile pour vous de trouver des documents sur la question. Le multivers, c'est quoi? C'est le fait qu'il pourrait exister plus d'un univers. Parce que univers en physique, ce n'est pas la totalité de ce qui existe, c'est la totalité de ce avec quoi on peut interagir. Par conséquent, comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas de contradiction dans les termes. Et il se trouve que ce multivers peut apparaître à plein de niveaux. Il peut apparaître par exemple en relativité générale. Si l'espace est infini, alors vous avez une infinité de boules de Hubble. La boule de Hubble, c'est tout ce qui est en contact avec moi. D'ailleurs, philosophiquement, vous voyez que c'est intéressant parce que l'univers au sens scientifique du terme est relativisé à celui qui le nomme. Moi, je suis en ce moment plus ou moins au centre de Grenoble. Si vous êtes au sud de Grenoble, eh bien pour vous, l'univers, c'est pas exactement la même chose que pour moi. Parce que pour chacun de nous, l'univers est une sphère centrée sur nous-mêmes. Alors bien sûr, quelques mètres d'écart ou kilomètres d'écart à l'échelle de la taille de l'univers, c'est ridicule. Mais conceptuellement parlant, vous voyez que c'est intéressant parce qu'il y a déjà une perte d'absoluité du concept même d'univers. À chacun son univers, pourrait-on dire, avec heureusement une large intersection. Sinon, la vie serait triste. Bien. Donc déjà, si on a un espace infini, vous voyez, on a potentiellement une infinité d'univers dedans, juste parce que l'espace est infini. Par ailleurs, la relativité générale prédit des trous noirs. Il est possible que les trous noirs soient eux-mêmes des structures induisant des multivers, pour deux raisons. La première raison, c'est que dès que le trou noir tourne, sa structure interne mathématiquement fait apparaître une infinité d'autres univers. Bon, c'est vraisemblablement, à mon sens, une sorte d'artefact, de fantôme mathématique, mais il n'est pas interdit de penser que ceci soit également doué d'une réalité physique, même si je crois que c'est improbable, et surtout parce que même si on oublie cette structure multiverselle eu égard à la rotation ou à la charge des trous noirs, eh bien, de toute façon, le volume interne d'un trou noir croît. Alors ça, c'est assez intéressant parce que si vous prenez un trou noir de Schwarzschild, c'est-à-dire un trou noir tout simple, qui provient de l'implosion d'une étoile, il aura typiquement un diamètre de quelques kilomètres. Mais ça, c'est le diamètre vu de l'extérieur. Mais le volume intérieur n'est pas de quelques kilomètres cubes. Si vous attendez suffisamment longtemps, le volume intérieur peut être plus grand que la taille de notre univers actuel. Donc, en ce sens, les trous noirs pourraient être des univers en gestation. Il pourrait même y avoir d'ailleurs une structure gigogne d'univers en forme de poupée russe dans les trous noirs, avec une sorte d'héritage darwinien des lois de la physique qui devrait converger vers la production de trous noirs, ce qui serait d'ailleurs falsifiable. C'est une idée proposée par Lee Smolin. Bien. La mécanique quantique propose aussi une forme de multivers. Pourquoi ? Parce que vous savez que le chat de Schrödinger est en quelque sorte vivant et mort si on assujettit son état à celui d'un objet microscopique qui lui-même est à la fois désintégré et non désintégré. Et pourtant, nous n'avons jamais vu de chat mort-vivant. Et donc, on suppose d'habitude que lorsqu'un système quantique interagit avec un système classique, eh bien, il y a une sorte d'effondrement du paquet d'ondes. Il y a comme ça un choix qui est opéré, ce qui est mathématiquement très disgracieux, parce que ça viole l'unitarité de la théorie, et donc c'est quelque chose qui est très lourd du point de vue, si vous voulez, conceptuel.
Hugh Everett a proposé à Princeton il y a quelques décennies que peut-être lorsque un système quantique interagit avec un système classique, ce qui se fait en réalité, c'est un embranchement en univers parallèle. Donc il y aurait un monde, celui-là semble-t-il, où la guerre de Troie a eu lieu, et un autre où la guerre de Troie n'a pas eu lieu, si tant est que nos processus cérébraux soient assujettis à des phénomènes quantiques, et que donc les discussions entre Priam, Ménélas et Agamemnon devant les remparts d'Ilion pourraient avoir eu différentes réalisations dans différents univers parallèles. Alors peut-être ça vous semble tout à fait loufoque, mais du point de vue mathématique, c'est plus simple. Donc là encore, vous voyez que le critère de simplicité de type rasoir d'Occam que nous avons discuté dans un des premiers cours ne s'applique pas simplement. Qu'est-ce qui est le plus simple? La vision multivers où les univers pullulent mais où les lois sont mathématiquement très belles, ou la vision de type effondrement du paquet d'ondes, c'est-à-dire la vision usuelle de la physique quantique avec un seul univers, où on a beaucoup moins de mondes, on a un seul, mais où mathématiquement on est en proie à une sorte d'extrême disgrâce. Et oui, c'est pas évident de savoir ce qui est le plus simple, c'est pas évident de savoir ce qui est le plus beau. D'ailleurs, on a longtemps cru que ces deux approches étaient totalement... que cette dispute était purement métaphysique, et qu'il était impossible de distinguer entre les deux visions, parce qu'il ne s'agissait que d'interprétation et non pas de réalité testable, et ce n'est pas forcément vrai. J'ai montré, par exemple, en suivant d'ailleurs les idées de Don Page, que des phénomènes de cosmologie quantique pourraient permettre de trancher entre ces visions en principe. On en est loin, et enfin, en principe. Bon. Et la gravitation quantique à boucle, par exemple, qui, vous le savez, est ce modèle qui essaye précisément de concilier la relativité générale avec la physique quantique et qui fait émerger une sorte de structure granulaire de l'espace. Même que la matière est composée de petits atomes de matière, d'après la gravitation quantique à boucle, l'espace, même vide, hein, l'espace serait composé de petits atomes d'espace. Et bien dans ce modèle, il n'y a plus de Big Bang, mais il y a un grand rebond, un Big Bounce. Ça signifie qu'il y aurait une phase de contraction avant la phase actuelle d'expansion de l'univers. Et là, vous voyez que le multivers n'est plus parallèle, il n'est plus spatial, il est temporel. Donc il y a beaucoup de types de multivers. Mais je reviens à celui que j'évoquais, à savoir le multivers prédit par la théorie des cordes, parce que c'est vraisemblablement le plus abyssal. Donc vous vous souvenez, la théorie des cordes demande un recroquevillement, comme ça, une compactification des dimensions supplémentaires. Bon. Mais il y a beaucoup de topologies différentes qui peuvent être générées par ces compactifications des dimensions supplémentaires. Et puis après, quand on tient compte des flux magnétiques qui les traversent, en fait, on se rend compte que ça donne naissance à un nombre extraordinairement élevé, peut-être 10 puissance 500, états, alors on appelle ça des vides en physique théorique, mais disons, lois physiques différentes. On a à peu près 10 puissance 500 lois physiques effectives, différentes, à partir de la même théorie des cordes. Mais il se trouve que l'inflation que j'évoquais tout à l'heure semble créer non pas un univers bulle, mais vraisemblablement une myriade, voire une infinité d'univers bulles. Et donc là, vous commencez à voir poindre le multivers le plus échevelé. Vous auriez une arborescence d'univers bulles, et chaque bulle serait remplie ou structurée de lois physiques différentes. Et donc là, vous voyez qu'en termes presque métaphysiques, c'est extraordinaire, parce que non seulement les phénomènes varient d'un univers à l'autre, mais même les lois, c'est-à-dire que même les régulateurs sont réinterprétés comme des émergences contingentes. Tout ou presque devient possible. Tout ou presque devient possible. Ailleurs, des mondes sans lumière, des mondes sans matière, des mondes à 7 dimensions, des mondes à gravité répulsive, c'est extraordinairement abyssal. Et je crois qu'il s'agirait en réalité d'une sorte de prolongement du geste usuel de la rupture copernicienne, c'est-à-dire d'une nouvelle blessure narcissique, puisqu'après avoir été géocentré sur la Terre, héliocentré sur le Soleil, galactocentré sur la galaxie, cosmocentré sur notre univers, notre vision du monde deviendrait quelque part absolument acentrique. Notre univers serait réinterprété comme un îlot dérisoire et contingent dans ce vaste plurivers. Il s'agirait certainement d'une révolution. Mais est-ce que c'est vrai? Ou, pour le dire plus précisément, puisque nous sommes en philosophie des sciences,
est-ce encore de la science? Est-ce encore falsifiable? Alors d'abord, permettez-moi de vous faire remarquer que ça répond à des questions. Par exemple, pourquoi les lois de la physique semblent-elles si extraordinairement bien adaptées à l'existence de la complexité? Et donc en particulier, mais pas spécifiquement, de la vie? Ça, c'est une bonne question. Il semblerait, le calcul est très dur à faire, il est sujet à caution, mais il semblerait que si on change un petit peu les lois de la physique, l'univers serait inintéressant, morne, sans chimie, sans complexité, sans vie, sans diaprure. Alors, si ce calcul est vrai, si ces calculs sont vrais, ça dit quelque chose de fort. Parce que comment se fait-il que parmi des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de lois physiques possibles, la nature ait choisi la seule solution qui semble intéressante, qui semble riche? Alors, la première possibilité, c'est qu'on a eu beaucoup de chance. C'est possible, mais vous m'accorderez que ce n'est pas très convaincant. La deuxième possibilité, c'est que Dieu a voulu que nous existions. C'est possible aussi, mais ce n'est pas une explication scientifique. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Ça veut dire que ce n'est pas celle auquel je peux recourir dans ce cadre. La troisième explication, c'est simplement que les dés ont été tirés un grand nombre de fois. Si vous jouez une fois au loto, vous avez toutes les chances de perdre. Mais si vous jouez une infinité de fois au loto, vous êtes absolument certain de gagner de temps en temps. Et donc, si vous n'avez pas un univers, mais une infinité d'univers avec des lois différentes, il est tout à fait évident que de temps en temps, il y a un univers qui est hospitalier, qui est compatible avec la complexité. Et donc, il n'y a plus rien d'étrange. Parce que nous sommes une structure complexe. Donc, par un effet de biais observationnel, nous nous trouvons forcément dans un univers complexe. Et imaginez qu'un poisson se dise « Oh, quand même, quelle chance, il n'y a que de l'eau dans l'univers ». Ben non, c'est simplement qu'en tant que poisson, il est forcément dans l'eau. Donc, il ne voit que de l'eau. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que de l'eau. C'est comme une termite qui se dit qu'il n'y a que du bois. Non, c'est parce qu'en tant que termite, elle vit dans le bois, mais il n'y a pas que du bois. Et nous, en tant que système complexe, nous disons « Oh, c'est formidable, il n'y a que des lois physiques favorables à la complexité. » Sauf si, exactement par le même effet, il y a ailleurs d'autres mondes avec d'autres lois. Il n'y a ici absolument aucun retour à l'anthropocentrisme, hein, soyons bien clairs. On ne dit pas « le monde est tel qu'il est parce qu'il fallait que l'homme existe ». On ne dit absolument pas ça, on dit même le contraire de ça. Là, ce que je viens d'évoquer, c'est ce qu'on appelle l'intelligent design, qui est un point de vue non scientifique et très peu humble pour le coup, en particulier développé aux États-Unis. Bon. C'est pas du tout ce que dit la théorie du multivers, ni ce que dit le principe anthropique. D'ailleurs, stricto sensu, le multivers n'est pas une théorie, il est une conséquence de théorie. Le principe anthropique avec un A, tout à l'heure je parlais d'entropie avec un E, hein, le désordre c'est l'entropie avec un E, et anthropique avec un A, c'est anthropos, c'est l'homme, c'est-à-dire relatif à l'humain. Le principe anthropique, finalement, il dit simplement une chose, il dit faisons attention à ce qu'il peut y avoir un biais d'observation. De même que là, en ce moment, vous regardez autour de vous, alors là vous êtes confiné, donc vous voyez votre salon, dans quelques mois vous verrez des arbres, vous verrez un ciel bleu, peut-être un peu plus d'oiseaux, parce qu'on les aura un peu moins fait chier pendant quelques semaines. Donc voilà ce que vous allez voir. Mais ce n'est pas du tout représentatif de l'univers, ça. Pas du tout. L'univers, c'est essentiellement du vide, avec un proton par mètre cube. Donc ce que nous voyons autour de nous n'est pas représentatif de l'ensemble. De la même manière, il est possible que notre univers ne soit pas représentatif de l'ensemble du multivers. Le principe anthropique nous rappelle une fois de plus à la modestie, nous invite à en tenir compte et il n'y a rien ici de révolutionnaire. C'est un protocole expérimental qui est usuel en science. Bon. Donc revenons à la question. Tout cela est bien beau, ces mondes multiples, possiblement merveilleux, mais est-ce une proposition scientifique? Ne s'agit-il pas plutôt d'une sorte de délire mythico-mystique? C'est une bonne question. Nous avons passé beaucoup de temps pour comprendre que la définition de la science est complexe. Prenons la définition de la science la plus simple, dont je vous ai montré à plus d'une reprise le caractère lacunaire, insuffisant et même parfois grossier, mais la plus simple. La vision, pas la vision de Popper, mais disons l'interprétation simpliste de la vision de Popper.
est scientifique, ce qui est falsifiable. Le critère que j'utilisais tout à l'heure à propos du Big Bang. Bon. Alors il semble qu'en ce sens, le multivers ne soit pas falsifiable, puisque je ne peux pas aller voir ces autres univers. C'est sûr que je ne peux pas y aller, parce que si je pouvais y aller, ça ferait partie de mon univers. Par définition, si je parle d'un autre univers, ça signifie que je parle d'un lieu où je ne peux pas aller. Bon. Donc, ça paraît non scientifique. La réponse naïve est « ce n'est pas scientifique, puisque je ne peux pas aller vérifier leur existence ». Oui, mais cette réponse est naïve, parce que, comme je l'ai dit précédemment, le multivers n'est pas une théorie, il est une conséquence de théories, la relativité générale, la théorie des cordes, la mécanique quantique, la gravitation, etc. Tout ce qu'on veut. Bon. Ces théories prédisent différents types de multivers. Mais ces théories, elles, je peux les mettre à l'épreuve chez moi, dans ce monde. Hic et nunc, ici et maintenant. Si je viens à exclure une de ces théories, à la réfuter, bien sûr, la théorie s'effondre, y compris ses conséquences, et donc y compris son multivers. Mais à contrario, si les indices expérimentaux faisaient que je venais à adopter une de ces théories comme un nouveau paradigme, alors je dois aussi bien évidemment conserver ces conséquences, donc ce multivers, qui de plus permet de résoudre les problèmes d'ajustement anthropique que j'évoquais précédemment. Il y aurait donc quelque chose de l'obstination, pour ne pas dire de l'obscurantisme, à dénier à une théorie acceptée une conséquence fructueuse du point de vue de l'interprétation du monde. Donc vous voyez que finalement, ce qu'on met à l'épreuve, ce n'est pas le multivers, c'est la théorie qui prédit le multivers. Et ça, c'est possible. Et le fait qu'une partie de la théorie, c'est-à-dire la prédiction du multivers, ne soit pas testable, c'est pas grave. La relativité générale est le parangon d'une théorie scientifique réussie. Et pour autant, personne ne peut aller tester ce qu'elle prédit dans les trous noirs. Et il ne viendrait à l'idée d'aucun scientifique de considérer que ce n'est pas de la science. Donc il n'y a rien de très nouveau ici. Une autre manière de le dire, c'est un peu le même argument, mais il est formulé autrement, c'est le suivant. Imaginez une théorie qui prédise 100 univers dans lesquels la gravitation est partout répulsive. Eh bien, cette théorie est falsifiée. Pourquoi? Parce que dans notre univers à nous, la gravitation est attractive. S'il y a 100 univers en tout, et que dans tous les univers, la gravitation est répulsive, cette théorie est falsifiée. Ce que je veux dire par cet exemple, c'est qu'en fait, quand vous avez une théorie qui prédit un multivers, nous n'avons qu'un seul échantillon, notre univers. Un échantillon, c'est très peu pour tester une théorie. Mais c'est déjà pas rien. Imaginez qu'au grand collisionneur de Hadron au CERN, au lieu de réaliser des milliards de collisions, nous n'ayons réalisé qu'une seule collision. Est-ce qu'on aurait pu découvrir le boson de Higgs? Évidemment non. Mais est-ce qu'on aurait pu exclure un modèle tout à fait stupide de physique des particules? Évidemment oui. Avec un seul événement, vous apprenez déjà beaucoup sur le monde. Il eût été préférable de disposer de plein d'univers pour tester une théorie de multivers. Bon, on n'en a qu'un, c'est moins bien, mais c'est pas grave. Ce n'est qu'une différence en réalité quantitative et non pas qualitative, je crois, quant au mode opératoire de mise à l'épreuve d'une théorie scientifique. Vous voyez, là encore, il faut être un peu fin. Et sachez d'ailleurs, comme je vous l'avais dit, que beaucoup de scientifiques sont soit tout à fait adeptes du multivers, soit au contraire en délicatesse avec le multivers, précisément sur les arguments c'est de la science ou c'est pas de la science. Mais soyons honnêtes, quand bien même, ça ne serait pas exactement de la science au sens de Popper, pour les raisons que je viens d'évoquer, moi je crois que c'en est, mais quand bien même ça ne serait pas le cas, est-ce que ça serait si grave? Nous le disions précédemment, tous les champs disciplinaires se sont transformés de l'intérieur. Si aujourd'hui la physique ressentait le besoin de jouer avec ses propres linéaments, faudrait-il en dissuader a priori? Je crois qu'il faudrait plutôt juger a posteriori, non pas sur l'adéquation de cette idée avec les règles préétablies d'une hypothétique démarche scientifique descriptible, mais plutôt sur la fructuosité de ses conséquences. In fine, c'est ça le critère fondamental. Bien, je ne sais pas si je m'arrête ici ou si je fais d'autres cours, mais il est possible que je m'interrompe sur ces bons mots. Je vous souhaite un bon confinement.